Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci infiniment de nous avoir accueillis, le procureur Ricard et moi-même, dans votre magnifique synagogue. Autrefois, j'étais plutôt habitué à aller de l'autre côté du mur, mais maintenant, je ne suis plus en honneur de sainteté à l'université, donc heureusement, il y a un autre endroit plus proche de la sainteté où je suis dans l'honneur. Et merci également pour votre très belle introduction qui nous a laissé un peu quoi, parce qu'on se demande ce qu'on va dire. Vous avez presque tout dit et vous avez situé le niveau très élevé, donc on va essayer de suivre. Mais c'était vraiment merci beaucoup pour votre intérêt et pour la façon dont vous avez présenté notre travail. C'était en effet pour nous une sorte de gageure d'écrire ce livre à quatre mains, comme on le dit dans les émissions de télé, entre le proc et le prof. Ça peut être aussi l'obsessionnel et l'hystérique, enfin bon. Mais c'est quelque chose qui a été reçu avec une certaine méfiance, voire suspicion par la bien-pensance médiatique. Au fond, qu'est-ce qu'un procureur sérieux allait se fourvoyer avec un poète de l'université, un saltimbanque, et qu'est-ce qu'un pur esprit allait faire avec un agent de la répression? C'était oublié que la justice n'est pas uniquement la répression, mais que la justice s'exprime au nom du peuple français, et que précisément le parquet national antiterroriste que Jean-François Ricard a créé et dirigé de 2019 à 2024 est l'expression par laquelle la société a suscité, si j'ose dire, les anticorps les plus efficients contre ce virus, si vous me passez cette métaphore clinique. Et pour penser le phénomène et pour que justice soit rendue aux victimes notamment, et surtout pour que nous puissions continuer à faire société, parce que la menace que pose le terrorisme, en l'occurrence djihadiste, il en est d'autres également, mais nous sommes intéressés à celui-ci, c'est précisément la rupture de la société, la diffraction de la société, ce qu'on appellerait en islam la fitna, c'est-à-dire la guerre civile, où les uns et les autres se battent entre eux. Et c'est dans une circonstance politique particulièrement préoccupante que nous formulons ces propos, cette analyse, ce diagnostic, au moment où notre système politique, hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la victoire sur le nazisme en 1945, habitué à fonctionner selon une sorte de clivage entre la gauche et la droite, le capital et le travail, si vous voulez, avec des institutions politiques qui le relayaient, qui essayaient de transformer cet affrontement en des joutes oratoires pour le dédramatiser d'une certaine manière, se voit aujourd'hui complètement bouleversé et notamment après les attentats, enfin l'attaque, la razzia pogromiste du 7 octobre en Israël, on a vu que les innombrables conséquences internationales se sont traduites aussi par une sorte de rotation d'un quart de tour des points cardinaux, où on n'avait plus une opposition Est-Ouest dominante, mais un pseudo-Sud global détenteur, comme l'adjectif, l'épithète l'indique, global, des idéaux de justice et de vérité, et face à cela, un Nord qui avait je n'ose pas dire les péchés d'Israël, mais qui avait tous les péchés du monde sur la tête, à commencer par la colonisation, la traite négrière, etc., sans se poser la question de savoir si d'autres empires musulmans ou autres, par exemple, n'avaient pas fait exactement la même chose. Mais tout cela pour dire que nous sommes confrontés aujourd'hui, dans notre société, dans la société française, et c'était là que le lieu central de votre réflexion, de votre intervention, Monsieur le Président, on voit que ces oppositions politiques qui pouvaient se résorber dans le débat social et autres, aujourd'hui sont en train de se transformer en des postures identitaires, entre lesquelles il n'y a pas de dialogue possible, et qui fonctionnent sur l'exclusion, sur la haine, sur le rejet de l'autre, à partir de représentations fantasmatiques. Et donc, d'une certaine manière, le travail conjoint du procureur et de celui qui a créé une institution judiciaire qui est destinée précisément
à parler au nom de la société et non pas au nom d'un camp contre un autre. Et le travail qui se veut, disons, universaliste de l'universitaire, comme son nom l'indique justement, vient s'inscrire dans ce débat. Et c'est un débat qu'il est difficile de mener, c'est un débat qui est très biaisé, et où on est pris entre, d'un côté, vous reconnaîtrez aisément les protagonistes, le déni du phénomène que nous avons traité d'une part, et à l'autre extrême du spectre, son hystérisation. Donc, tenter de raison garder dans cette affaire, ça n'est pas facile. Le format du débat journalistique et télévisuel, ou ce qu'on peut encore appeler ça du journalisme, aujourd'hui ne peut plus comprendre un raisonnement complexe. Il faut être dans le oui, le non, le 1 ou le 2. Et l'heure des réseaux sociaux, évidemment, aggrave encore cette situation. Et du reste, on va y revenir tout à l'heure, ce à quoi aboutit notre livre, au seuil de quoi il vous laisse, c'est la situation actuelle. Vous avez gentiment mentionné la notion de djihadisme d'atmosphère. Je vous remercie de l'avoir entérinée. Elle est très contestée de l'autre côté du mur. Parce qu'il faut aussi chasser les vieux. Hein, il y a aussi ça qui compte. Et on arrive justement à cette... Alors maintenant, on est en train de parler de TikTokisation du djihad, ce qui a beaucoup inquiété la société en question, chinoise du reste. Et c'est un peu là, c'est le seuil auquel nous nous arrêtons, si vous voulez. C'est maintenant d'autres. Nous avons dans la salle, justement, mais elle restera discrète, la jeune spécialiste du djihadisme en réseau. Mais vous verrez ça, c'est une surprise. Vous pourrez l'inviter au mois de mars à vous présenter son livre. Elle habite pas très loin de chez vous. Mais on n'en dit pas plus. Donc voilà, cette petite introduction ayant été faite, donc notre habitude c'est de fonctionner comme dans le livre à quatre mains. Vous voyez, on ne sait pas trop qui a écrit quel passage, même si certains disent non, ça c'est vraiment toi, c'est trop mal écrit, ça c'est le juge, c'est remarquable, ou vice versa. Juste quand la phrase dit Ebou Alem Ben Saïd se jeta sur moi dans mon bureau en voulant m'écraser, il y a un astérisque qui le dit c'est JFR, et quand il y a c'est à ce moment-là que Sadat fut assassiné alors que j'étais au Caire. Il y a une petite truc qui dit GK. Voilà. Donc, même si nous avons gardé une sorte de libre arbitre, néanmoins, nous essayons de parler non pas d'une seule voix, mais d'une voix qui est où nous essayons de rechercher les congruences, disons. Donc, c'est dans cet esprit qu'après avoir servi les mezzés ou les apéritifs, on passe au plat de résistance avec Jean-François. Je me demandais comment Gilles Kepel allait me passer la parole. Celle-là, je ne la connaissais pas encore. Il faut bien que je me renouvelle, sinon il y a encore une centaine de conférences à faire ensemble. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci de nous accueillir dans cette très belle synagogue. Je suis vraiment très touché d'être ici parmi vous. Et alors, Monsieur le Président, je vous fais un deuxième remerciement parce que je ne dirais pas comme Gilles Kepel que vous avez tout dit, parce que ce sera un petit peu démagogique, mais ça, c'est Gilles. Mais vous avez vraiment mis bien les points sur les problématiques que pose le terrorisme djihadiste. Et en introduction, je voudrais retenir deux mots, deux expressions que vous aviez employées ou qui étaient en filigrane dans vos propos. Comprendre, d'une part, et d'autre part, agir. Comprendre, et si nous avons essayé de travailler ensemble, c'est d'abord pour ça. Parce que Gilles Kepel vous expliquerait ce qu'il a constaté dès le début des années 80, alors que ça n'intéressait quasiment personne à l'université en France. Et lui, il était en Syrie, en Égypte, et il a vu ce qui était en train de se construire. Et lorsque je suis à l'époque juge antiterroriste, on est 3 pour toute la France, fin 94, début 95. Depuis quelques mois, il y a un certain nombre de dossiers qui sont ouverts. Et on se disait comprendre, mais on n'y comprend rien. À l'époque, on n'y comprenait rien. On a des groupes qui commencent à agir en France, certains au soutien du GIA, le groupe islamique armé en Algérie. Et puis on a beaucoup d'autres choses qui se passent.
on le raconte dans le livre, il y a 2 dossiers qui démarrent à l'été 94, qui n'intéressent personne. Un groupe de Tunisiens qui se font arrêter près de la gare de Perpignan, avec des armes, quelques documents, on comprend qu'ils ont été formés en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Vers où vont-ils? Quels sont leurs projets? Quelques semaines plus tard, on a un attentat à Marrakech qui est commis par des jeunes qui viennent de France et qui vont tuer des touristes dans un grand hôtel de Marrakech, alors que d'autres groupes, composés également, principalement de jeunes Marocains, se fait arrêter en ayant lamentablement échoué dans leur projet d'action, dont l'un visait déjà une synagogue et un autre lieu juif au Maroc. Et on va tirer les fils et on se rend compte qu'on a des jeunes vivant en France qui se préparent depuis des années. On est en 1994. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, il y avait en France, il y a plus de 30 ans donc, des jeunes qui se formaient, parfois dans le Massif central, y compris avec des armes de guerre, des petits groupes, et pas qu'en région parisienne, il y en avait à Besançon, à Carpentras, à Orléans. Et certains m'expliquent qu'ils ont été formés, y compris par des stages en Afghanistan. Encore une fois, ils m'expliquent ça alors qu'ils ont été arrêtés en 1994, donc c'est la première partie des années 90. Ça n'intéresse personne. Et les services de renseignement découvrent ça en même temps que nous. Donc, comprendre. Parce qu'à l'époque, on est complètement pris au dépourvu. Le terrorisme, on sait ce que c'est. On a eu des groupes nationalistes, basques, corses, Carlos. On a eu des groupes moyen-orientaux. Certains, les attentats de 86, manipulés par l'Iran. Mais tout ça, on le comprend. Mais là, qu'est-ce que c'est? Qui a derrière? Alors, au début, le GIA, on comprend encore. Ça fonctionne de manière structurée. Avec des projets en Algérie. Mais très vite, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et le premier étonnement, il se passe pas très loin d'ici. C'est le groupe dit de Roubaix. Le groupe de Roubaix, c'est pas du tout un accessoire. Dans l'histoire du terrorisme djihadiste en France, c'est fondamental. Alors, je n'essaie pas de tirer la couverture à moi parce que c'est le dossier que j'ai instruit à l'époque. Mais le groupe de Roubaix, composé pour partie d'anciens de Bosnie, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va connaître plus de 20 ans après, avec ceux qui étaient partis en Syrie, parce qu'ils vont participer à une guerre ultra-violente, en Bosnie, avec de vraies boucheries. On en parlait peu. Ils vont venir, ils vont agir ici, faire un certain nombre de braquages, certains meurtriers, utilisant des armes de guerre, complètement disproportionnées, préparant un attentat à la veille d'un sommet international qui va échouer parce qu'un système de mise à feu va dysfonctionner. Mais le groupe de Roubaix, en travaillant à partir de celui-ci, on va se rendre compte qu'ils sont installés sur non seulement une grande partie du territoire national, mais mondialement. Ils ont des ramifications au Canada, en Turquie, en Bosnie, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Ça va nous amener au Canada avec une arrestation juste avant le passage à l'an 2000, avec un projet d'attentat pour faire exploser l'aéroport de Los Angeles. Ce n'est pas simplement un projet. Le véhicule qui est intercepté à la frontière entre le Canada et les États-Unis, en décembre 1999,
et bourré d'un explosif équivalent à la nitroglycérine, le TATP. Autrement dit, on est là en présence de quelque chose de tout à fait différent. Et on disait comprendre. Qui sont-ils? Parce que là, dans ce groupe-là, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a pas vraiment de chef. Ce sont des structures horizontales. Des gens qui passent d'un pays à l'autre. Des gens qui ont des fonctions qui varient. L'un d'eux, petit faussaire au Canada, on le retrouve quelques années plus tard, il est à Londres, le fameux Londonistan, c'est-à-dire ce territoire en Angleterre qui était en quelque sorte protégé par les djihadistes, puisque à l'époque la politique britannique était de ne pas s'attaquer à eux. Et là-bas en Angleterre, il devient un financier. Et puis on le voit quelque temps plus tard, il est en Allemagne ce coup-là, et on le retrouve dans un autre attentat qui va échouer au dernier moment parce qu'on va pouvoir déclencher des opérations et qui visait cette fois-ci, nous sommes en décembre 2000, le marché de la cathédrale de Strasbourg. Comprendre. Comprendre, c'est vraiment fondamental et la première difficulté, c'est qui sont-ils, comment fonctionnent-ils, quels sont leurs ressorts. Et pour ça, il faut abandonner un certain nombre de nos concepts de fonctionnement très occidentaux pour essayer de percer le raisonnement. Et c'est pour ça l'intérêt que nous avons eu à travailler ensemble. Parce que Gilles Kepel va pouvoir apporter un certain nombre de mes constats objectifs, des réponses, des explications. Et c'est l'ensemble de nos réflexions qu'on a mis en place pendant 8 mois qui va permettre d'avancer, comprendre. Et puis on va continuer comme ça, on va pouvoir vous donner de nombreux exemples très concrets. Comprendre par exemple cette période très curieuse pour laquelle il se passe a priori rien entre 2005 et 2011, qui prend fin avec la terrible affaire Mera et ensuite le départ de plus de 1500 personnes vers la Syrie avec ce qu'on sait ensuite. Et puis, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a comprendre et puis il y a agir. Alors, l'action, elle n'est pas que les juges, elle n'est pas que la police, les services de renseignement, mais c'est la société tout entière. La société tout entière qui doit d'abord refuser d'accepter un certain nombre d'amalgames. Comprendre, j'en ai parlé, agir, ça a été difficile. Parce qu'au départ, et je parle pour ce que je connais, l'appareil judiciaire, nous n'avions pas les moyens d'agir. Une infraction comme l'association de malfaiteurs terroristes, quand elle est créée en 1996, n'est qu'un délit. Autrement dit, quelqu'un qui est arrêté alors qu'il y a tous les éléments de preuve qui démontrent qu'il va déposer une charge explosive ne peut être poursuivi que pour association de malfaiteurs, pas pour tentative, et donc n'encourra que 10 ans de prison. Ce n'est pas grand-chose pour des gens qui nous disent toujours « nous avons le temps pour nous ». Peu de moyens juridiques, peu de moyens humains, les services compétents sont obligés totalement de se réorganiser, ça va prendre du temps. Il y aura plus d'une vingtaine de lois successives et il faudra attendre les années 2010 et surtout après les terribles attentats qui ont frappé notre pays en 2015-2016 pour voir émerger enfin un système, une architecture avec nos armées, nos services de renseignement, services de police judiciaire, une vraie justice antiterroriste efficace et indépendante, digne de ce nom, et une architecture de personnes qui se connaissent bien, qui s'apprécient, qui travaillent ensemble. C'est à ce prix qu'on peut avoir une action efficace.
On y reviendra si vous voulez. Voilà les grandes données de ce qui a pu être produit au cours de nos 8 mois de réflexion en commun pour comprendre, d'abord nous déjà, et puis donner à comprendre, pour dire ben voilà ce qu'on a constaté, voilà l'état de nos réflexions, et voilà quelques propositions pour améliorer l'action qui peut être entreprise. Parce que, et j'en terminerai là pour cette trop longue introduction, s'il y a une certitude à avoir, c'est que ce n'est pas fini. Alors souvent on nous dit oh, vous êtes bien pessimiste, nous, votre livre, on l'achèterait bien, on le lirait bien, mais c'est pas très gai. Hein. Alors, bon, la seule fois où j'ai dit non, vous inquiétez pas, qu'un jour plus tard, il y a eu un attentat. Donc depuis, je ne dis plus jamais ça. Non, plus sérieusement, c'est pas une vision pessimiste que j'ai. C'est une vision réaliste. Quand on veut agir, quand l'État se donne les moyens, que la société, parce qu'il n'y a pas que l'État, et que la société est prête à agir, on peut limiter les choses, on peut les réduire, on peut les empêcher. Je n'aurai jamais des propos catastrophistes, mais il faut garder cette volonté. Croire que, parce que les choses sont moins spectaculaires, tout est rentré dans l'ordre serait une erreur grossière. Il faut rester vigilant, il faut rester actif, et l'État doit rester à la hauteur des enjeux. Et à ces conditions, on fera face. En fait, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi nous étions aussi très heureux de venir ici, c'est que l'une des boîtes noires de l'analyse des 30 dernières années dans notre domaine, c'est Roubaix. Et moi-même, qui ne disposait pas évidemment des dossiers, j'avais fait une sorte d'impasse là-dessus. Évidemment, j'avais pris au sérieux l'attentat, ce qui s'est passé à Roubaix, les assassinats très violents, et puis la prise d'assaut par le raid de l'immeuble de la rue Carrette, où les policiers sont accueillis au cri d'Allahu Akbar, on leur tire dessus à l'arme de guerre, etc. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est venu dans cette synagogue, par ailleurs nous avions l'un et l'autre, chacun de la sympathie, avait déclaré, en service commandé bien évidemment, circuler il n'y a rien à voir, ça n'est pas du djihadisme, ça n'est pas de l'islamisme, c'est du banditisme, point. Et ça avait été appelé le gang de Roubaix. Et ça fait un peu partie aussi de la... de la doxa du politique ou de la presse, de ne pas affrayer, de préférer ne pas analyser pour assurer, pour remporter les élections, ou je ne sais quoi. Mais ce qui est très fort dans le livre, et je pense pour un public lillois, ça devrait vous intéresser beaucoup, c'est que Jean-François, à partir de cette espèce de phénomène tout à fait bizarre qui se passe à Roubaix, remonte l'ensemble de ces filières. On arrête des gens, on identifie, on voit leur téléphone, on voit d'où ils viennent, on voit avec qui ils correspondent, se déplace en Italie, qui est le centre, là sur la Côte d'Azur, qui fait l'interface, puis en Italie, à l'Institut culturel islamique de Milan, ensuite en Bosnie, après en Turquie, ensuite revient vers le parc des Buttes Chaumont, l'endroit, la bande des Buttes Chaumont, le gros des Buttes Chaumont, qui donnera les Boubacar el Hakim, etc., va ensuite à Londres, dans le Londonistan, où il se heurte à forte partie, et l'enquête le mène jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada, etc. Et en réalité, ce que Jean-François Ricard révèle aussi dans le livre, c'est l'ampleur de cette période où on a l'impression, vu d'ici, qu'il ne se passe rien, que circuler, il n'y a rien à voir, et en réalité, on est dans la phase préparatoire de ce qui va ensuite advenir à partir de 2012, c'est-à-dire Mohamed Merah. Et d'une certaine façon, sans vouloir comparer de manière exacte, on a un peu le sentiment, enfin c'est le sentiment que nous avons eu, c'est que
aujourd'hui, nous sommes aussi dans une nouvelle phase préparatoire qui passe par d'autres réseaux, qui est plus dans du terrorisme projeté, qui passe par le monde numérique, par le système TikTok, etc. Mais que le djihadisme a muté et que l'analyse de cette mutation, elle ne peut être faite qu'à partir du moment où on comprend sur quelle base elle a muté. Et c'est ça qui nous a semblé extrêmement important. Un mot sur le modus operandi de ce djihadisme. Donc, pendant que Jean-François Ricard suit les tracts, les terroristes pissent leur téléphone, fait des choses sérieuses, moi je lis la littérature djihadiste dans mon coin, ça n'intéresse pas grand monde, et pour nous intéresser à cette période précisément, donc on a d'une certaine manière plusieurs phases, une sorte de dialectique, si j'ose dire. Je suis un ancien trotskiste, donc il faut que je vois des dialectiques partout. J'étais le seul goy de ma cellule, je précise, hein, lycée Louis le Grand. Et donc, ce qui me frappait, c'est on a au départ ce qu'on pourrait appeler le djihad contre l'ennemi proche. Ce sera jusqu'aux années 1997 à peu près, 16-17, donc les moments de Roubaix et la charnière en réalité, ce que je n'avais pas compris. Parce qu'on n'avait pas la connaissance profonde de Roubaix qui vient du travail de Jean-François dans le livre. On a des insurrections djihadistes en Égypte, en Algérie, en Tchétchénie, qu'on connaît très mal à l'époque, mais qui nous reviennent dans la figure, puisque Dominique Bernard et Samuel Paty, ce sont des épiphénomènes du djihadisme tchétchène, avec ensuite probablement une manipulation par les services spécialisés du Kremlin aujourd'hui. Et donc, au fond, ces djihads-là échouent à peu près vers 1997. Les services de renseignement, la police égyptienne arrivent à en venir à bout militairement. L'Algérie, très gros dossier dans le livre, sur lequel nous avons laissé en l'état, non pas nos divergences, mais un spectre d'interprétation possible. Jean-François avait devant lui ceux qui étaient responsables, Boualem Ben Saïd, libérable aujourd'hui, mais l'Algérie ne veut pas le récupérer, donc il continue à mourir dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, je ne sais plus, actuellement, la prison où il est, Smaït Haït Ali Ben Kassem, et ces individus étaient, dit Jean-François clairement, que l'un d'entre eux a essayé de l'étouffer avec ses mains de boucher, parce qu'ils avaient été choisis dans des costauds, étaient vraiment des djihadistes. Moi, je me pose, et n'en dis ce qu'on vient et d'en pas, je ne peux pas le moyen de le je me pose la question, au regard de l'ensemble du fonctionnement de l'Algérie par rapport à la France, dans quelle mesure, finalement, le dépaysement, comme on dit dans le vocabulaire juridique, j'essaie de parler comme lui maintenant, du djihad du territoire algérien sur le territoire français, n'a pas été ce qui a favorisé ensuite la concorde nationale. Et le régime algérien a donné quelques prébendes aux djihadistes les plus digestes, si j'ose dire, et les a intégrés dans son système, ce qui a abouti après Bouteflika, à la transition actuelle Tebboune, comme vous le savez. Mais donc cette phase, quels que soient les moyens utilisés, a abouti à la destruction du djihadisme comme danger militaire, avec les cooptations éventuelles dans les systèmes, etc. Elle échoue. Et on a un premier idéologue qui a été le bras droit puis le successeur de Ben Laden, Ayman Azawahiri, qui écrit à ce moment-là un texte qui s'appelle Forsan Tahta Rayat al-Nabi, c'est-à-dire en hébreu cavalier sous la bannière du prophète, qui explique que c'est une erreur d'attaquer l'ennemi proche, que, au fond, les masses ont peur de se révolter contre l'ennemi proche, car elles savent qu'il y a derrière l'oncle Sam et les États occidentaux qui vont toujours soutenir les despotes. Et que donc, il faut faire une action spectaculaire et détruire ou faire une razzia gigantesque contre les despotes. Il faut bien voir que le djihadisme fonctionne avec un mode de pensée qui se base sur l'histoire sainte.
islamique, qui est le critère. Et, au fond, veulent reprendre la stratégie du prophète, là où la mort l'a interrompue, où les califes ont essayé de la poursuivre, mais tous n'ont pas été à la hauteur, c'est-à-dire l'expansion mondiale de l'islam. De même que le prophète et ses cavaliers, d'où le titre du livre « Cavaliers sous la bannière du prophète », c'est l'un des premiers textes qui passe sur le web d'ailleurs, parce que il n'y a pas d'Al-Qaïda sans Al Jazeera, mais également sans le monde numérique. Et le livre de 96, c'est-à-dire, enfin le texte est de 96, c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir, c'est les premières apparitions du monde numérique. Il dit donc il faut que nous nous basions sur la lutte contre l'ennemi lointain, al-adu al-ba'id en arabe. Et de la même manière que les premiers musulmans ont détruit l'empire sassanide et 700 ans plus tard ont détruit Byzance, après des raids multiples, etc., de même, nous avons fait choir l'empire soviétique en 1989 et on va faire choir la Byzance d'aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis, en 2001. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas les choses, c'est toujours intéressant, et évidemment, même si ça a été dit de nombreuses fois, la machine à décerveler numérique vous fait oublier l'histoire. Hein. Bon, on est dans cette salle d'âge qui peut dire encore lu des livres. À l'université, même aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des étudiants qui lisent encore des livres, même dans les disciplines. Rappelons-nous, et je faisais toujours un tabac dans les amphis à l'époque, l'année 1989. Si je vous dis l'année 1989, vous allez me répondre, c'est le mur de Berlin. Je vous prends, madame, comme témoin. Voilà, c'est juste. Bon. Mais qu'est-ce qui a permis la chute du mur de Berlin ? Alors, les spécialistes de stratégie au Quai d'Orsay vous disent ils ont perdu la guerre des missiles. D'accord. Mais il y avait aussi le fait que l'armée rouge n'était plus d'un tigre de papier. Quand est-ce qu'elle a montré qu'elle n'était plus qu'un tigre de papier ? À Kaboul, quand elle a été battue par les talibans, par les djihadistes à l'époque. Lequel date ? Voilà, bon, vous commencez à regarder vos chaussures, comme les anciens étudiants autrefois. Mais je ne vais pas vous dire, vous, monsieur, vous ne risquez pas que je vous mette une mauvaise note, monsieur Bensoussan, on peut vous exprimer. Donc, c'était le 15 février 89. Et c'est le 15 février 89 qui va permettre la chute du mur le 9 novembre, d'accord ? 9-11, rappelez-vous bien ça, parce qu'on est dans la numérologie, les djihadistes attendent ça. Il est normal que vous ne rappeliez pas le 15 février 89. Pourquoi ? À cause de ce qui s'est passé la veille. La veille, c'était Vous allez vous demander si vous avez eu raison de l'inviter, il est un peu fou. Hein. Alors regardez Madame Bensoussan et dites-lui 14 février, c'est-à-dire là... Voilà, c'est quand les étudiantes me disaient ça, enfin, maintenant on ne dit plus ça, quand Yel me disait ça en rougissant, monsieur, c'était la Saint-Valentin, je dis oui, Yel, on ne dit plus mademoiselle, non, c'est juste, c'est pas la bonne réponse. C'était la fatwa de Khomeini contre Salman Rushdie. Pourquoi avait-il fait la fatwa la veille du retrait soviétique d'Afghanistan ? Pour tirer le tapis, si j'ose dire, sous les pieds des sunnites, c'est-à-dire djihad financé par l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., avec les Américains qui faisaient l'entraînement et fournissaient les armes, pour faire tomber les athées soviétiques qui avaient conquis un État musulman, d'accord ? Et pour en tirer lui-même la gloire, c'est-à-dire celui qui est défenseur des musulmans opprimés, c'est moi, Khomeini, je fais une fatwa contre Salman Rushdie, l'apostat qui a sali l'islam. Et avec 3 francs 6 sous, il a, ou 3 dollars et 6 cents, il a complètement saturé le paysage médiatique. Et moi-même, qui avait déjà, je suis obligé de le dire, bon, les gens sont de mon âge aussi ici, j'avais déjà 35 ans à l'époque, donc je suivais un peu ces sujets. Mais moi, je n'ai pas fait attention au 15 février. Parce qu'on était absolument époustouflés par ce qui s'était passé. Ça n'était jamais vu. Aujourd'hui, une fatwa condamne à mort... C'est quasiment courant, si j'ose dire. J'en ai même eu une sur la tâche. Donc, en 2016, comme vous l'avez rappelé très aimablement. Mais on voit bien que ce monde de l'islam djihadiste s'inscrit aussi dans un tempo international. Les Américains ont soutenu le djihadisme pour lutter contre l'URSS.
Et ils ont cru ensuite que c'était fini, on a cessé de les payer et ces gars-là, ils retournaient dans leur baraque. Pas du tout. Ils ont construit la deuxième phase. Et le 11 septembre, c'est le retour de Manivelle du 9 novembre. D'ailleurs, c'est le 11-9 et le 9-11, ou le 9-11 et le 11-9, si vous voulez. Et dans leur esprit, c'est très présent, tout ça. Donc ça, c'est la phase 2, qui va faire cette dimension spectaculaire, qui est la phase télé, pas d'Al-Qaïda sans Al Jazeera. On attrape le journal télévisé en le faisant passer du côté d'Hollywood, c'est impressionnant, c'est un effet de propagande absolument fabuleux. Mais ce djihadisme-là va aussi toucher ses limites avec la guerre en Irak, la guerre contre la terreur, l'écrasement d'Al-Qaïda, etc. Et ensuite, on aura une troisième phase djihadiste qui, elle, va être une sorte de compromis entre les deux. Ni la lutte contre l'Amérique, c'est trop difficile et c'est trop loin, ni la lutte seulement contre les infidèles, les apostats locaux, mais un djihadisme de proximité qui s'adresse à l'Occident qui est le plus accessible, c'est-à-dire celui qui est de l'autre côté de la Méditerranée, et surtout celui dans lequel des populations musulmanes sont très implantées du fait des flux migratoires. La France va être ciblée de manière principielle, mais pas unique, du fait de l'importance de la population. C'est le premier pays musulman d'Europe, aussi parce que la laïcité française est particulièrement haïe. Et c'est donc là un autre intellectuel qui va jouer un rôle. Donc il n'y a pas que des bandits dans cette affaire, il y a aussi des intellos. C'était mon job. Qui s'appelle un Syrien francophone, s'appelle Abou Musab Souri, et qui écrit un manifeste qui s'appelle, qui est un peu le... Donc on vit toujours là-dessus, qui s'appelle en arabe Nizam la Tanzim, c'est-à-dire un système et non une organisation. On n'est plus dans le système pyramidal, dans l'organisation plutôt pyramidale d'Al-Qaïda, mais on va avoir quelque chose de réticulaire, un fonctionnement en rhizome. Certains d'entre vous, peut-être lus du Gilles Deleuze, eh bien, probablement, Abou Musab Souri aussi, il était étudiant à Jussieu à ce moment-là, au moment où Deleuze y enseignait. Bon, alors je ne sais pas... Je n'ai pas la preuve, je n'ai pas un livre de Deleuze annoté par Souri, comme on a à Ankara le contrat social de Jean-Jacques Rousseau annoté par Atatürk. Mais on voit bien que là, on a une logique qui dit, attention, il faut faire des attentats tout le temps. Il faut créer un système de terreur dans la société. Ce n'est pas la peine de viser des cibles à très haut niveau, comme le 11 septembre ou le Pentagone ou les tours jumelles, mais créer cette espèce de terreur dans la société qui aboutira, c'est une bonne connaissance de ces thèses occidentales, à l'exacerbation, à l'islamophobie, entre guillemets, qui est construite comme telle, et de ce fait à la montée en puissance de l'extrême droite anti-islamique. Du coup, nous allons rassembler tous nos fidèles contre l'extrême droite, et au lieu qu'ils aillent voter pour les sociaux-démocrates ou autres, ils vont se rassembler derrière la bannière du djihad. Et on voit bien comment ces phases qui sont successives et qui sont très, très analysables respectivement, aboutissent aujourd'hui à cette espèce de décomposition de cette troisième phase qui aboutira le djihadisme d'atmosphère, la tiktokisation du djihad, parce qu'entre-temps, les technologies ont évolué. Et tout ce djihadisme est très inscrit dans l'évolution technologique. Le djihad contre l'ennemi proche, on lit encore des livres. Le djihad contre l'ennemi lointain d'Al-Qaïda, il faut Al Jazeera. Donc c'est la télévision par satellite. Le djihad de Souri, qui donnera Daesh, etc., c'est YouTube. C'est-à-dire, vous égorgez un otage vous-même, vous le filmez, vous le diffusez en instantané. Vous voyez. Et aujourd'hui, on est dans une phase ultérieure, ce djihadisme d'atmosphère qui est en train de muter et de préparer, donc là, faute de mieux, qu'on appelle la tiktokisation du phénomène. Et ça, c'est quelque chose, justement, c'est tout à fait intéressant, je crois, de voir comment... d'une certaine manière, des idées qui sont construites par un universitaire infusent
sont mises à l'épreuve, éventuellement critiquées ou non, par les praticiens. Et cet aller-retour entre le travail du juriste, du droit, celui qui aboutit à l'action pour la protection de la société, et l'intellectuel qui les interroge, c'est quelque chose qui ne se fait pas fréquemment. Et d'une certaine manière, nous avons en quelque sorte blasphémé avec ce livre. C'est-à-dire que nous avons offensé, alors dans votre métier on ne le dit pas trop parce qu'il y a une hiérarchie, mais dans le mien on le dit abondamment, enfin dans mon ex-métier, on a pensé, comme on dirait en anglais, outside of the box. On a contre les idées reçues et contre les idées reçues des institutions qui nous ont l'un et d'autre produites. Voyez, ce qui rend le travail un peu difficile. Il y a toujours, souvent, il y a du monde, rarement une société aussi distinguée que ce soir, mais on voit bien la réticence. On voit bien la réticence du monde médiatique. Ne parlons pas de l'université, évidemment, qui est aujourd'hui en déréliction totale, à penser, à accepter ce frottement, ce croisement, ce travail. Or, pourtant, nous sommes exactement au cœur des enjeux centraux de la société. Alors, je me demandais vraiment où Gilles allait aller ce soir. Je me pose toujours la question, mais où est-il allé d'ailleurs? Pas facile d'intervenir après lui, parce qu'il a à peu près tout dit, sauf ce que je vais vous dire maintenant. Ce qui est vrai, c'est que, et je reviens à votre introduction, Monsieur le Président, c'est que le plus difficile, c'est comprendre. Comprendre pour agir. Non, moi, je ne suis pas un intellectuel, je laisse ça à des grands universitaires, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même comprendre pour agir. Pour une période de 30 ans, parce que c'est aussi ça l'intérêt de ce livre, et de ce travail en commun, c'est que ce n'est pas sur un événement qu'on a travaillé, c'est sur du long terme. 30 ans, voire 40 ans, ça permet de voir les choses. La première chose qu'on voit, c'est qu'il y a dans ce phénomène qui est relativement nouveau, en ce qui nous concerne, nous, ici en France. Avant, il n'y a pas de terrorisme djihadiste en France. Quand on dit ça, on étonne toujours. Alors, sur la temporalité, il y a toujours un double étonnement. Certains, les plus jeunes, ont l'impression qu'avant 2015, il n'y a jamais rien eu, alors qu'on dit non, ça fait 30 ans que ça dure. D'autres nous disent, mais non, mais ça a toujours existé. On dit non. Non, quand il y a eu des attentats en 86, rappelez-vous la rue de Rennes, l'Iran est derrière ces opérations, on est dans un terrorisme d'État, on n'est pas du tout dans la logique djihadiste qu'on connaît aujourd'hui. Aucun rapport. Donc, première chose, comprendre cette singularité, ce discours politico-religieux. Si on oublie les fondements profondément religieux, les références religieuses de ces gens, on n'a rien compris. Je vous donne toujours un exemple parce qu'il y a ce mélange chez eux qui nous est difficile à saisir, à la fois d'une pensée qui baigne dans des références religieuses, voire mythologiques, qui datent d'il y a 12 siècles, et en même temps qui en font un usage de la technologie immédiate la plus poussée. Parce qu'ils sont, pour un grand nombre, absolument geeks et absolument fascinés par la technologie. J'ai eu pas mal d'informaticiens de bon niveau en face de moi. Et c'est l'exemple que je vais vous donner est assez parlant. J'étais à l'époque en train d'instruire les filières qui d'ailleurs étaient les filières franco-belges. Encore une fois, ça nous ramène toujours dans cette région du Nord que je connais bien puisque j'ai travaillé plus de 5 ans. Et les filières qui ont abouti à l'assassinat du commandant Massoud. Le commandant Massoud, vous vous souvenez, ce dirigeant d'origine afghane et tadjik qui s'opposait aux djihadistes et par la suite aux talibans en Afghanistan et qui a été assassiné 2 jours
avant le 11 septembre. Et en travaillant sur ces réseaux, puisque ce sont des gens qui partent de chez nous, qui vont réaliser cet assassinat, je tombe sur tout un réseau de gens qui s'entraînent en France, avec des entraînements très poussés, y compris la nuit en montagne, dans la neige. Bon. Et je vois que l'un d'eux a fait une chute de cheval. Incidemment, j'étais en présence d'un individu qui s'expliquait, plus ou moins, en tout cas, qui répondait aux questions, qui ne se murait pas dans un silence complet, même s'il avait un regard totalement méprisant pour l'abject personnage que j'étais. Et d'un ton badin, je lui fais remarquer qu'il est tombé de cheval. Il me répond évidemment un peu agressif. Alors, on n'a pas le droit de monter à cheval. Je lui dis non, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt une sourate, puis également un hadith qui vous invite à vous entraîner et à monter à cheval? Mon interlocuteur blêmi me dit, mais Gilles serait beaucoup plus performant sur ces éléments religieux. Et il me dit, mais vous savez ça? Et c'était ça. C'est-à-dire que nous sommes en plein Paris avec quelqu'un qui n'a pas de moyens particuliers pour s'offrir des cours d'équitation, mais qui applique à la lettre, ces principes de s'entraîner pour des motifs religieux à pratiquer l'équitation. Et c'est là où on se dit, mais on est dans un autre monde. Et on pourrait vous fournir je ne sais combien d'exemples de la sorte. Référence religieuse et en même temps fascination technologique, et avec une adaptation permanente aux évolutions des moyens de communication. Ça, c'est vraiment une marque de fabrique. Et donc l'intérêt de notre réflexion en commun, ça a été de voir ce qui a été nouveau dans cette forme de terrorisme, et puis aussi les ruptures. On vous l'expliquait tout à l'heure, une des premières ruptures, c'est leur fonctionnement, c'est leur organisation. C'est-à-dire en rhizome, en réseau, sans véritable chef, avec une très grande liberté d'action. Et là-dessus encore, je vais vous donner un exemple pour essayer de mieux comprendre ce qu'il en est. Souvent, on entend des commentaires journalistiques lorsqu'il y a des arrestations d'individus en train de préparer une action violente et arrêtés avant qu'il ne soit passé à l'acte, et on a le commentaire du journaliste qui va nous dire « Oh, c'est pas très sérieux, ça devait être des pieds nickelés. D'ailleurs, ils ne savaient même pas où ils allaient frapper. Vous vous rendez compte, ils ne savent pas où ils allaient frapper, il n'y a aucune indication, on ne sait pas. Donc ça montre bien que ce n'est pas sérieux. » Ça, c'est l'exemple même de commentaires, alors je ne sais pas quel terme je vais employer ce soir, crétin. Parce que c'est quelqu'un qui, ça pouvait être qu'on dit cela il y a 20 ans, mais plus maintenant. On sait bien qu'il ne fonctionne pas comme ça, il ne fonctionne pas comme nous. Nous donnons un but pour arriver à un résultat, et nous donnons les moyens pour arriver à ce résultat. Eux vont inverser. Il va y avoir d'abord, quelque sorte, une onction religieuse. Est-ce que je peux, religieusement, agir ainsi? Ensuite, on se donne les moyens, mais la finalité, l'objectif, il peut être défini au dernier moment. L'attentat de Saint-Michel, j'en ai eu la preuve quand j'ai travaillé sur ce dossier, dont les plus anciens ont peut-être en tête, c'est 4 jours avant qu'ils vont se préparer pour ça. Et très souvent, et on en a les preuves dans de multiples dossiers, l'objectif est défini au tout dernier moment. Au tout dernier moment. Avec la possibilité d'avoir 3 ou 4 objectifs en même temps, alors que tous les moyens sont là. Une fois qu'on a les moyens, une fois que les charges explosives sont prêtes, c'est à ce moment-là qu'on va choisir l'objectif. Ce qui compte, c'est d'agir. Et même des grands attentats comme le 13 novembre, avec des mois et des mois de préparation, une énorme logistique, on voit bien que l'attentat lui-même est préparé au tout dernier moment. Lorsqu'ils arrivent, par exemple, devant le Stade de France, les 3 qui arrivent avec leur ceinture explosive, ils n'ont pas de billet d'entrée, ils arrivent en retard.
Le résultat, ils tournent un peu hagard au Stade de France, au milieu des rares passants qui se trouvent là, et ils vont se faire exploser en blessant certaines personnes, en tuant seulement une, alors qu'ils sont 3 porteurs de chars explosifs. Il y a ce fonctionnement-là, et c'est un fonctionnement complètement différent de ce que nous connaissons. Et puis on continue dans le temps de notre réflexion, effectivement, en arrivant jusqu'au djihadisme de l'atmosphère, et on voit les ruptures. Et je vous en donnerai 3, parce qu'à chaque fois, moi, Gilles est là pour monter dans les hautes sphères, et moi, je redescends après dans du très concret. Premier exemple, on est en 2003, donc ça fait déjà quelque temps, je m'y suis mis, je commence à comprendre un peu de quoi ça retourne. Et on a, lors du début de la guerre en Irak, et on voit ce groupe dit début de Chaumont. Alors là, c'est tout le contraire de ce qu'on avait vu avant. Avant, on avait des individus qui avaient fait l'Afghanistan, qui étaient des baroudeurs, qui avaient une vraie formation. Parce qu'en Afghanistan, ils avaient des formations religieuses et au terrorisme, à toute l'action terroriste possible. Là, on voit des gens beaucoup plus jeunes, autour de 20 ans, pas très formés, qui n'ont pas d'entraînement militaire, à part faire quelques footings dans les buts de Chaumont, ce qui n'est pas très fatigant, mais qui ne se cachent pas. Ils font même des prières de rue, alors qu'on est habitué à des clandestins. Qu'est-ce que c'est que ces types-là? Et puis on voit qu'en même temps, ils sont complètement fanatiques. Il y en a un qui est arrêté juste avant de partir pour la Syrie, d'où il devait rejoindre l'Irak, et qui me dit, moi c'est simple, hein, je partais, et je me faisais exploser là-bas, et j'avais les 73 vierges. Je l'arrête tout de suite, c'est 72. Petite déception. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on est en présence de jeunes, beaucoup plus jeunes que les autres, mais prêts à mourir tout de suite. Les autres, ils étaient prêts à mourir, mais ils ne recherchaient pas la mort. Ceux-là, ils recherchent la mort. Première rupture. Et attention, ce groupe des buts de Chaumont, qui nous paraissait un peu curieux, il va donner Sherif Kouachi, l'assassin de Charlie. Il va nous donner Peter Sherif, qui sera un peu leur mentor au Yémen, qui a été condamné en première instance et qui est devenu, au sein de Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Aqba, un individu extrêmement important. Et un troisième, Boubacar el-Hakim, qui sera par la suite un des pontes de Daesh. Donc, voilà, un petit groupe de jeunes qui faisaient leurs prières de rue, qui nous paraissaient un peu curieux. Voilà ce que c'est devenu dans les 15 années qui ont suivi. Autre rupture, les années 2010, ça va faire apparaître une population que nous n'avions jamais connue jusque-là, ni dans les années 90, ni au début des années 2000, ou alors de manière totalement marginale. C'est qui? Ben, les femmes. Les femmes, tout simplement. Là encore, moi, je vais volontairement casser un mythe. Le mythe du paumé de banlieue, ça c'est insupportable. C'est idiot, je l'ai déjà jeté aux orties. Mais le mythe de la pauvre jeune femme qui a eu un petit enfant avec un vilain barbu, très très vilain, et qui la force à partir en Syrie et à amener cet enfant, ou même qui se fait arracher l'enfant et qui reste, elle, toute seule en France pendant que le vilain monsieur est parti avec le petit enfant, c'est du mythe. Les femmes ont joué un rôle extrêmement important dans ces départs en Syrie des années 2010. Rôle de conviction dans le couple, rôle d'entraînement et rôle dans l'organisation des départs, y compris avec beaucoup de départs de femmes qui partent sans un quelconque conjoint.
des groupes de femmes ou qui partent en espérant trouver sur place le combattant qu'elles vont épouser. Voire qui partent avec leurs petits-enfants, avec le père qui reste en France, qui dit « moi je ne veux pas faire ça ». Et on a fait des statistiques, on s'est rendu compte que pour le parent qui part en Syrie avec un petit enfant, seul, avec l'opposition de l'autre parent qui lui reste en France, dans les 2 tiers des cas, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Ça en dit long sur les déterminations de ces dames. Ça en dit long sur leur détermination absolue, c'est-à-dire partir dans une zone de guerre, dans une zone où il se passe des choses terribles, avec un petit enfant. Partir seul déjà. Et puis il y a la dernière rupture, et là je suis toujours dans le concret, elle est effectivement ce qu'évoquait Gilles Kepel avec son nouveau concept de tiktokisation, mais qui correspond à une chose réelle. C'est ce qu'on n'avait pas non plus avant, c'est les très jeunes. Avoir un mineur dans les années 90 dans nos dossiers, c'était invraisemblable. D'ailleurs, je n'avais même pas ouvert le code pour penser qu'il pouvait y avoir des mineurs. Dans les années 2000 non plus, il n'y en avait pas. Et les années 2010, on commence à en voir quelques-uns, mais ceux qui sont partis en Syrie sans leurs parents sont quand même une minorité. C'est en 2023, j'étais encore à la tête du parquet antiterroriste, et tout d'un coup je vois une affaire, 2 affaires, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et effectivement, les chiffres sont parlants, c'est à ce moment-là, donc quelque chose de très récent, qu'on voit une montée en puissance très nette du nombre de jeunes, voire mineurs, voire jeunes mineurs, c'est-à-dire moins de 15, moins de 16 ans, impliqués dans ces projets, et parfois avec un rôle prépondérant dans le groupe. C'est-à-dire, c'est pas toujours parce que c'est un mineur qu'il est entraîné par les plus vieux, non. On peut avoir le plus jeune qui est en fait celui qui a le rôle prépondérant. Là encore, nouvelle rupture, qui s'accorde parfaitement avec les mutations technologiques en termes d'information, avec une adaptation parfaite du discours des organisations, en l'espèce Daesh, en fournissant un matériel qui correspond totalement à ce que ces jeunes, ces mineurs, vont regarder à longueur de journée, y compris dans ce cas de plus ignoble. Voilà ce que je voulais donner, c'est... Gilles Kepel était sur ces grandes évolutions mondiales, et j'essaie d'y répondre par quelques présentations de ruptures, de cassures, tout en ayant gardé au milieu des lignes de force qui sont les mêmes depuis le début. Donc il y a des choses qui restent en permanence et puis d'autres qui sont plus nouvelles. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'une génération, et j'en terminerai là-dessus, ne remplace pas nécessairement une autre. Une génération peut rester, les anciens sont très actifs encore, mais autrement, dans la propagande, dans le recrutement, dans la formation. En quelque sorte, les générations se cumulent, plus qu'elles ne se remplacent pour l'instant. Et il y a même une affaire très parlante, et encore une fois, je donne des exemples, vous voyez, l'intérêt de ce travail, c'est ça, c'est réflexion et présentation d'affaires concrètes. Un exemple, c'est la tentative d'évasion en 2010 d'Aïtali Belkacem. Aïtali Belkacem, c'est le numéro 2 du GIA des attentats de 1995. Et il a été condamné à perpétuité. Et il y a un projet pour le faire évader. Qui y participe? Un nommé Jamel Begal, qui était un homme assez charismatique, important,
très intelligent, mais lui qui est vraiment un produit d'Al-Qaïda et qui est d'ailleurs arrêté aux Émirats arabes alors qu'il est en train de revenir vers l'Europe depuis l'Afghanistan, comme par hasard à l'été 2001. Deuxième individu qui se fait arrêter dans ce projet, ils sont d'autres, mais j'en donne 4 simplement. Donc l'ancien du GIA, le responsable un peu Al-Qaïda. Le troisième, c'est les membres de l'équipe début de Chaumont, c'est-à-dire les années 2003, les réseaux vers l'Irak. Et un quatrième, c'est Koulibaly, l'homme qu'on trouvera après, le tueur de l'hypercachère à Vincennes, qui jusque-là n'était qu'un voyou de droit commun, radicalisé par les précédents. Les 4 générations sont là. Et ça, c'est un phénomène qui va se reproduire régulièrement. Voilà ce qu'il faut voir, c'est du continuum et des ruptures. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'intérêt de tout ce travail, c'est pas simplement vous éclairer sur ce qui s'est passé, mais essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment pour essayer également de mieux saisir ce qui va se passer. Alors on a peut-être beaucoup parlé, et puis il faut d'abord que vous vous nourrissiez, puis il va falloir que vous fassiez ce que vous appelez dans votre rue de langage une bracha, c'est-à-dire l'achat de ce livre, pas pour les cadeaux de Noël, mais pour autre chose. Est-ce que vous avez un exemplaire, Guy, votre exemplaire du livre? Pouvez-vous me le prêter? Je voudrais lire quelque chose, si vous l'avez. Un exemplaire de... Comment s'appelle ce livre déjà? Antiterrorisme, là. Est-ce que vous l'avez sous la main? Attendez, si vous pouvez m'en prêter un, je voudrais lire juste une petite note de bas. Merci, formidable. Madame, vous serez particulièrement distinguée dans je ne sais quel ordre que vous appréciez. Il faut que je retrouve la citation. Où est-ce qu'elle est? Vous vous souvenez la citation du hadith, du type qui fait le cheval? Ah. C'est pour ça. Non, c'est un peu après. Bon, c'est avec toi, je vais lâcher. Bon, il faut que sinon je le ferai de tête, mais je voulais vous montrer que c'est dans le livre. C'est l'histoire de la chute de cheval, justement. On va y arriver. J'avais très bien réussi. Bon, je vais le raconter, Jean-François va le chercher. Donc, en fait, effectivement, il y a un hadith sur l'équitation, il faut apprendre le tir à l'arc, l'équitation, mais il y a, et ça a plus de valeur en termes normatifs, un verset du Coran, le verset 60 de la sourate numéro 8, le butin, qui dit, il est formidable, qui dit ceci, qui enjoint aux musulmans, je le dis en français, de préparer contre les mécréants, contre les kuffars, tout ce que vous pouvez comme force et comme chevaux, afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre. Et c'est le verset qu'on appelle le verset du djihad, qui a été toujours utilisé, puisque, donc, il y a d'abord la dimension des chevaux. Pourquoi les chevaux? Parce que dans une bataille, ça fait du bruit, ça fait peur. Donc, vous avez ensuite les clients de Jean-François qui vont faire des chutes de cheval pour suivre précisément ça. Mais c'est un verset qui est d'autant plus intéressant parce que il utilise le terme afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre. Min ajdi, je ne sais plus exactement le texte en arabe, tarhibuna adu Allah wa adukum. C'est-à-dire et c'est le terme, la racine rahaba, arhaba, irhab, ce qui va donner en arabe le mot terroriste. Terrorisme. Or, dans ce contexte, dans le texte sacré qui est la parole de Dieu, le terrorisme est légitime si c'est destiné à faire peur aux ennemis d'Allah. Donc, quand Jean-François Ricard condamne pour terrorisme en fonction de ses critères à lui, le condamné n'en a absolument rien à faire, puisque dans sa vision à lui, telle qu'il interprète littéralement ce texte, à partir du moment où le terrorisme est utilisé pour épouvanter l'ennemi d'Allah et le vôtre, il est mashroua, il est légitimé
comme on dit. Et c'est quelque chose qui a, donc le Cheikh Qaradawi, qui était le principal téléprédicateur, merci beaucoup, on va vous faire une dédicace spéciale, madame, je pourrais le revendre très cher, qui était le principal prédicateur en ligne, frère musulman sur Al Jazeera, le citait en permanence, notamment pour justifier en particulier le terrorisme en Israël. Et le 7 octobre est destiné à terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre. Donc, les assassins du 7 octobre, alors là, on ne va pas rentrer là-dedans, il y a aussi toute une histoire de la polémique anti-juive, puisque les gens qui sont allés égorger et éventrer les participants au festival de musique Nova ou les kibbutzim à côté, fait d'Israéliens de gauche généralement, l'idée... Ils sont allés en criant en arabe Khaybar, Khaybar ya Yahoud, Jeish Mohammed Sayaoud. C'est-à-dire, Khaybar, c'est le nom d'une oasis juive de la Confédération médinoise, pillée par le prophète, essentiellement pour financer l'attaque contre la Mecque qui aura lieu, et dans lequel les pires sévices ont été commis contre les Juifs, qui, faisant la lettre de change pour la traite, sur la route de l'encens, au retour, évidemment, avait certains moyens financiers, plus une grande communauté agricole. Et les récits de la vie du prophète sont très explicites sur la violence qui est exercée contre les Juifs. Et elle est imitée, au sens propre, parce que c'est le modèle à suivre, par ceux qui vont faire les attentats faire l'attaque, du 7 octobre 2023. Donc vous voyez, il y a cette dimension littéraliste. Elle est formidable pour les réseaux sociaux, parce que vous citez ça dans le span d'attention des quelques minutes de TikTok, on ne va pas vous demander de faire des gloses, etc. Elle a vocation d'évidence. C'est ça qui est absolument hallucinant, c'est la façon dont l'hyper post machin chose modernité du tweet au fond, permet de passer une injonction qui a valeur de vérité, et qui a valeur de vérité parce qu'en plus, elle arrive chez vous par les gens qui ont le même âge que vous. Ce qui nous ramène, j'en terminerai là, avec cette dimension très importante et très symbolique par laquelle s'achève, d'une certaine manière, pour l'instant, la vague djihadiste en France, terroriste en France, c'est l'assassinat des deux professeurs. Samuel Paty et Dominique Bernard sont des maîtres qui transmettent des savoirs, mais aussi des valeurs, qui sont les valeurs de la République et vivre ensemble. Or, les assassiner, les faire disparaître de la manière atroce qu'on a vue, qui plus est, c'est aussi ruiner le magistère, en montrant on peut le détruire, et se référer à un autre magistère qui vient des réseaux sociaux, de TikTok, j'ai rien contre TikTok, je ne sais même pas m'en servir évidemment à mon âge. Et c'est là qu'il y a un véritable enjeu qui nous permet, je pense, j'essaye de vendre le livre, en lisant ce type de texte, en réfléchissant comme ça, d'affronter les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Tous ceux qui disent non, se trompent là. Ne pas être capable d'interpréter le passé, c'est se mettre en danger pour comprendre le présent. Ne parlons pas du futur, car, comme l'avait dit Wilfried Pareto, dans l'avenir, nous serons tous morts. Voilà, merci sur ces joyeuses perspectives. Merci de votre écoute, et nous sommes à votre disposition pour prendre quelques questions, et ensuite, autour d'un sandwich strictement halal, d'après ce que j'ai compris, pardon, cachère,